Bonjour tout le monde, dimanche 29 novembre, j'espère que vous vous portez bien. Ici Mathieu Martel pour les rencontres ponctuelles et impromptues du dimanche après-midi 13h toujours. Il sera de l'autre côté de l'Atlantique, 19h en France. Donc je salue tous et toutes qui viennent de la France et ceux qui nous suivent de Montréal, de Laval, du Mont-Tremblant, etc. Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir, réfléchir sur la thèse suivante. Il n'y a rien à forcer. Donc, je vais faire un petit laïus, une petite réflexion inspirée, inspirante sur ce thème philosophique qui m'est venu en tête ce matin. J'ai reporté la conférence sur Spinoza à la semaine prochaine, donc ce sera une conférence introductive sur la notion de sage chez Spinoza, dimanche le 6 décembre. Nous allons avoir en plus cette semaine, le 3 décembre, nous rentrons métaphoriquement, symboliquement dans le mois de décembre, le début du mois de décembre, une rencontre dans le cadre de l'OVS, le 3 décembre, sur le doute selon Descartes. Je vais faire une lecture des passages des méditations métaphysiques. Nous allons observer le premier chapitre. Concernant Spinoza, nous allons travailler davantage sur la conclusion de l'éthique, bien sûr, dans le texte, la traduction de Robert Misrahi. Nous allons aussi nous voir le 17 décembre, toujours dans le cadre de l'OVS, des rencontres causeries réflexives. Le 17 décembre, nous allons réfléchir sur le connais-toi toi-même de Socrate. Donc, un mois de décembre bien rempli, sans oublier notre rencontre du jeudi soir, rencontre Zoom, intimiste, maximum 10 personnes. Vous devez vous inscrire par Eventbrite. Ça sera le 10 décembre. Qu'est-ce que l'amour de soi? Un thème extrêmement... C'est une de mes conférences les plus... qui revient le plus souvent, au moins une fois par année ou deux, qui est une des plus populaires, qui est plus parlante au cœur de notre être. Donc, qu'est-ce que l'amour de soi? Le 10 décembre à 19h. Bien sûr, on a une rencontre spéciale aussi le 20 décembre. Je vais avec les points d'information. Le 20 décembre, je vais parler. Nous allons être dans le mode équinoxe. Donc, ça sera une rencontre du dimanche qui va s'intituler Le passage à la lumière. Je prendrai une petite pause après de 2 semaines et nous allons nous revoir au début janvier, encore dans la thématique de la lumière, sur une des expressions du poète latin Horace, Carpe diem, cueille le jour le 3 janvier. Donc, salutations à tous et à toutes qui sont là. Ici, présentement, je salue Martin, qui est dans le Nord, Vanda de Montréal, Isabelle de Québec, Nicole de Québec, Doris de Boucherville, Isou, Pierre, notre trickster de Villeray. Je salue Guetta aussi, François de Québec, Francine et compagnie. Donc, c'est une petite surprise aujourd'hui. Je n'étais pas supposé, j'avais reporté ma conférence sur Spinoza. J'ai réussi à faire mes corrections en matinée, la moitié. Donc, j'avais besoin d'un petit défi, un petit moment agréable avec vous. Nous allons réfléchir ensemble sur la notion d'effort. Hein? Est-il important de faire des efforts? Est-il possible que nous forcions trop dans notre vie? La thèse que je vais défendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à forcer dans la vie. Et je vais nuancer autour de cette thèse philosophique-là et je vais présenter aussi la problématique basée sur la notion d'effort. Bien sûr, dans une société qui valorise encore énormément l'effort, le travail, la performance, le surpassement de soi, la productivité, hein, et l'accomplissement de nos rêves, de nos désirs, de nos projets en affrontant vent et marée. Donc souvent, ça peut mener à une perspective de volontarisme exagéré où le seul critère, le seul principe, c'est de vouloir jusqu'au bout, hein, vouloir maintenir une relation jusqu'au bout, vouloir fournir des efforts malgré les embûches qui se placent devant nous, vouloir à l'infini, malgré
les signes qui apparaissent que nous ne voyons plus sur notre chemin. Et aussi parce que nous nous sommes engagés envers des valeurs, bien sûr, qui appartiennent au grand dragon. Dans les 3 métamorphoses de Nietzsche, le grand dragon est le symbole qui incarne toutes les valeurs de tous les temps, de toutes les traditions. Et le sujet n'a qu'à se mettre à genoux, qu'à obéir aux injonctions du grand dragon. Le grand dragon vous dit, vous n'avez pas à réfléchir. Je vous propose toutes les valeurs de toutes les époques et vous n'avez qu'à les prendre et qu'à obéir à ces valeurs-là. Donc, on sait bien sûr que le grand dragon ou le système des valeurs dominantes, associé au capitalisme, à d'autres aussi, d'autres systèmes de pensée pouvant venir du siècle des Lumières ou par ailleurs du catholicisme. Nous sommes face dans ces cas-là, face à ces systèmes toujours présents, toujours bien ancrés, que nous avons bien sûr bien introjectés. Nous avons bien pratiqué toutes les valeurs de ces systèmes-là et nous nous en rendons même plus compte. Alors, avons-nous à vivre une vie ajustée à une éthique de l'effort? Est-il important de fournir des efforts? Peut-on se perdre soi-même, se ruiner sa santé si nous forçons trop? On sait que, j'écoutais des entrepreneurs dire, hier, un entrepreneur que je ne nommerai pas, qui disait « Je n'avais aucun talent spécifique, mais j'ai toujours travaillé fort dans ma vie, donc en travaillant fort, j'ai plus de chances d'arriver à atteindre mes objectifs. Et je suis un homme qui n'utilise d'aucune excuse, donc ça m'a aidé. Et je suis quelqu'un aussi, cet homme d'affaires-là disait qu'il il n'enviait personne, donc ça l'aidait à se concentrer sur la réalisation de ses projets. Donc aujourd'hui, on réfléchit sur la notion d'effort. Et moi, je vais soutenir la thèse suivante, il n'y a rien à forcer. Mais qu'est-ce que je veux dire par cette position-là? Il n'y a rien à forcer. Peut-être en premier lieu, se pencher sur la notion de force, sur la notion d'effort. Donc, Spinoza parle de l'effort en termes, parle de capacité, capacitas, en termes aussi il relie l'effort au désir, la cupidité, mais la cupidité au sens large. Donc, fournir un effort, c'est en quelque sorte mettre en œuvre ses capacités, alimenté par un désir profond de réaliser quelque chose, d'accomplir une tâche, un geste, une action. On sait que dans la perspective spinoziste, l'être humain est considéré comme étant un être de désir et de conscience. Donc, il est le seul apte à être conscient de ses désirs. Mais être conscient de ses désirs, c'est une chose. Mais être conscient de ce qui motive nos désirs en est une autre. Je vais en parler quand je parlerai de Spinoza la semaine prochaine. Donc, fournir un effort, je vais soutenir la thèse suivante, il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a rien à forcer. Bref, on ne peut pas se sortir du désir. Nous sommes tous des êtres de désir, de recherche, de volonté. Nous voulons accomplir certaines actions, réaliser certains projets. C'est le fondement, dans la perspective spinoziste, d'une forme de ce qui est propre à l'être humain, le désir et la conscience. Mais quand on parle de forcer, comme dans l'expression, forcer, ce n'est pas juste fournir un effort, c'est d'aller plus loin, c'est de toucher au sureffort. Donc, ça peut être aussi nous amener vers la notion de fournir un effort de plus, mais là, je pense que forcer, je le prends dans un sens
vraiment qui va au-delà d'un sureffort, qui est de fait d'exagérer, d'exagérer le fait de fournir un effort. Comme dans, prenons l'expression, forcer une porte, forcer la note. Hein, il y a une forme d'exagération dans le vouloir. Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je réfléchis en ce moment sur la thèse suivante. Il n'y a rien à forcer dans la vie. Donc, forcer, c'est d'aller trop loin dans l'exercice de sa volonté. Hein? D'où l'adage populaire souvent, trop, ce n'est comme pas assez, c'est comme un peu insuffisant. J'en profite en petite parenthèse pour saluer les derniers qui viennent de se joindre, Daniel de Sainte-Thérèse et Marc de Laval, qui est avec nous. Nous sommes un bon groupe pour ce dimanche 29 novembre. Hier, nous étions en atelier avec plusieurs compatriotes des conférences, François, Isabelle, Marc, Tine, et bien sûr Isa et Isabelle, pour un atelier sur la réflexion sur la conscience et transformation de soi. Bon, Marc me demande si trop forcé au gym. Donc, bon, j'ouvre une parenthèse ici. Lorsqu'on va s'entraîner en gymnase, bon, il est bien d'augmenter ses charges pour pratiquer un rapport à la résistance pour se dépasser. Mais ma position est plutôt celle de trop forcer. Trop forcer, c'est répéter, c'est exagérer, renchérir dans l'effort, pensant que plus je travaille, plus je fais d'efforts, plus j'en mets, plus je vais arriver à la réalisation. Donc, je suis plutôt pour une approche qualitative dans l'effort et un effort ressenti en accord avec son être et bien sûr dans la perspective du kairos. Donc, quand c'est le temps de fournir cet effort-là. Il faut bien sûr que l'effort soit mené, inspiré par une forme de passion. Hein? Est-ce que ça sert à quelque chose que d'aller pratiquer son piano quand on y va à reculons? Quand on a le vague à l'âme et on n'a vraiment pas le goût. Hein? Aucun goût, là, ou même que ça frise le dégoût de le fait de juste aller s'asseoir devant son piano. Donc, c'est peut-être mieux de faire autre chose, de s'adonner à autre chose lorsqu'on n'a pas l'élan. Mais on peut quand même aller s'asseoir devant son piano et voir de façon gratuite comment on se sent. Mais certes, si on a tellement pratiqué qu'on en est rendu à d'éprouver une forme de dégoût, on est peut-être allé trop loin et on a peut-être besoin d'une pause quant à cette pratique. Donc, je vous donne quelques exemples concrets. Pierre dit, le trickster de Villeray nous déclare « Ceux qui forcent sont ceux qui pensent trop ». Donc, Pierre, j'aimerais ça que tu précises ta position. Est-ce que tu veux dire par là que ceux qui forcent trop, qui sont trop pris dans leurs pensées et ne sont pas assez à l'écoute de leur être, de leur instinct, de leur disposition à pratiquer dans un certain domaine? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu veux dire cette chose-là? Je reviens à ma position. Donc, je soutiens la thèse suivante que j'essaie de donner à réfléchir à ce sujet-là, qu'il ne sert à rien de trop forcer. Hein? Forcer ne mène à rien. Bien sûr, parce que lorsque l'on force, qu'on déploie trop de force et qu'on est dans le volontarisme pour atteindre des buts, hein, pour, mériter, on est aussi dans un aspect méritoire. Hein? On se dit, j'ai travaillé fort, j'ai souvent ça de mes étudiants. J'ai travaillé fort, j'ai mis beaucoup de temps.
Mais est-ce que cela garantit le succès? Est-ce que cela garantit la créativité? Donc, l'effort n'est peut-être pas un gage, d'accomplissement, de réussite et de créativité. Mais cependant, pratiquer le bonheur en acte, c'est-à-dire de pratiquer une discipline lorsque on le ressent et qu'on vit une certaine forme d'expérience de flow et qu'on oublie la notion du temps et que l'on crée et que cela coule, que cela est aisé. Donc là, on ne peut plus parler d'effort. Hein? On peut parler métaphoriquement d'être en train de surfer sur la vague, de suivre le courant, mais à la fois, le flow implique une forme de maîtrise de la pratique de notre art et une forme d'aisance dans le geste, dans la pratique même de cette discipline. Nikki nous demande, est-ce que les chercheurs scientifiques n'ont pas à forcer pour trouver un vaccin? Certes, ils mettent de l'énergie pour trouver un vaccin. On ne parle pas de ne pas mettre de l'énergie. Ici, on est plus dans une perspective au quotidien. Est-ce que trop forcer, être dans le sureffort, va nous amener accomplissement? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie que la voie de ne plus être à l'écoute de son ressenti et qui s'oppose au fait justement de renchérir dans l'effort, dans le trop-plein d'efforts, jusqu'à ne plus nous sentir nous-mêmes. Francine, ta position n'est pas tout à fait claire. Là. Tu dis que que se passe-t-il lorsque tu t'obliges à faire de l'aquarelle? Je vois pas la position. OK, Isabelle nous dit, bon, nous pouvons faire un lien avec l'acharnement. Oui, c'est peut-être un peu ça, s'acharner à vouloir versus le lâcher-prise. Moi, je n'emploie pas le terme de lâcher-prise qui est psychologique, mais plutôt le laisser-être et s'abandonner pour prendre une pause, un recul et s'abandonner aussi dans la pratique, dans le flow. Oui, en fin de compte, c'est que nous n'avons pas de prise sur les résultats. Hein, j'aimerais entendre Marc Soucy là-dessus concernant la Bhagavad Gita, où je crois que Arjuna déclare qu'il fait la meilleure action possible tout en se détachant des fruits de l'acte même. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu, c'est-à-dire le fait de pratiquer le geste de méditation, le geste de se servir le thé, de faire des pratiques artistiques, scientifiques, et les résultats. Hein? Nous sommes souvent trop attachés aux résultats et au retour. Hein? Prenons l'exemple de quelqu'un qui essaie de rentrer en contact avec quelqu'un d'autre au téléphone et l'autre personne ne donne pas de retour ou on a difficulté à rejoindre un ami. Est-ce que c'est parce qu'on ne fournit pas d'efforts qu'on n'est pas capable de rejoindre? Est-ce que c'est parce que nos emplois du temps sont différents ou, dans une autre perspective, parce que ça ne semble pas synchrone, ça ne semble pas harmonieux dans l'échange? Donc, est-ce qu'en faisant des efforts, on va obtenir plus de résultats? Ma thèse est la suivante. Non, on n'obtient pas de résultats car l'important, c'est de suivre le flow. Par ailleurs aussi, de saisir le moment opportun qui se présente. Ce n'est pas toujours le bon moment opportun, donc s'ouvrir au kairos. Et bien sûr, à notre état intérieur. Doit-on se forcer à voir quelqu'un? Doit-on se forcer à faire certaines pratiques? Vous connaissez ma thèse la semaine dernière que j'avais énoncée en 3 parties. Nous faisons ce qui nous inspire, ce qui nous plaît et ce qui est nécessaire en lien avec peut-être une date butoir. Et le reste, ça viendra quand nous le sentirons.
Donc, Daniel nous dit, il y a une marge entre ne rien forcer et ne rien faire, bien sûr. Vous savez que les Orientaux ont une approche du fait du... Nous pouvons être actifs tout en étant dans le non-agir, c'est-à-dire de ne pas imposer certaines pensées, de ne pas être concentré uniquement vers la réalisation d'un but précis. Pierre déclare que tout ce qui se fait spontanément est sans effort. Ben oui, c'est l'élan de la spontanéité. Hein, j'ai le goût d'appeler cette personne, j'ai le goût d'écrire un poème, d'aller faire une promenade. Donc, nourrir tout ce qui est spontané enthousiasme, qui est le fruit de l'élan, c'est merveilleux. Donc, c'est lié à... C'est presque basé sur une perspective de l'homme ou la femme naturelle, hein, qui ne fait pas simplement obéir à son agenda, à son programme de la journée. Hein, on peut toujours remettre au surlendemain ce qu'on avait prévu aujourd'hui. On peut tout à fait ne pas faire ce qu'on avait prévu et changer nos plans en regardant comment nous nous sentons ce matin. Donc, Francine nous dit, lorsqu'elle s'efforce de produire, son résultat en peinture est toujours décevant. Donc, elle respecte son état d'âme, ce qu'elle appelle son soi. Merci. OK, Marc, il va dans une perspective où il dit, bon, il nous dit, il y a peut-être un mauvais effort et un effort juste. Crispation versus l'effort bien adapté. Hein? Bon, l'effort juste, justement, quand c'est le bon temps pour agir et d'agir avec efficience et justesse. Est-ce qu'on, quand on aime ce que nous faisons et que nous faisons ce que nous aimons, y a-t-il effort? Bon, on sait qu'André Moreau avait lancé son adage, un de ses principes, l'effort est le signe de l'erreur, que j'avais plutôt commenté en disant que persister dans ce qui résiste est une erreur et non pas l'effort. Parce que lorsqu'on est passionné dans quelque chose, on peut se mettre l'épaule à la roue, la main à la tâche, tout ça, etc. Et on peut fournir de l'énergie pour écrire, pour développer un projet. Voilà. Je crois que le problème se situe dans le fait de persister lorsque cela ne coule pas, ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas relever des défis, des obstacles, mais s'acharner à faire un sureffort, à trop vouloir quand vous avez vos journées où rien ne coule, rien ne va. Est-ce que vous continuez dans cette vague ou vous prenez une pause et observez la chose et faisez autre chose, hein? Allez dans une autre direction. Donc, disons que c'est comme quand même un idéal d'aller vers ce qui coule. Bref, c'est d'aller dans la voie de l'aisance, de la fluidité, de ce qui est plaisant et agréable. Voilà, merci d'être là, les amis, pour cette rencontre impromptue. Hein, ça n'était pas prévu, philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel en ce dimanche 29 novembre. Écoutez, j'ai fait 12 rencontres ce mois-ci, au mois de novembre. Certains me nommeront passionné, d'autres excessif, d'autres compulsif. Mais j'ai quand même su aligner tout ça pour que ça coule. Marc nous dit que l'effort à déconsidérer ou le mauvais effort est peut-être de tenter de produire quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui est au-dessus de nos moyens. Un travail fait soit avec prétention ou anxiété. Voilà, merci pour vos commentaires, les amis. Donc, on est dans les dimanches de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, directement du loft du philosophe, près du marché Jean Talon. Alors, ma demeure pour l'instant, bien sûr. Et nous avons plein de rencontres au mois de décembre. Allez voir ça sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et bien sûr, au mois de janvier, des belles rencontres.
janvier, février, mars, etc. Donc, je fais ça depuis 15 ans maintenant. Mais bien sûr que les rencontres en ligne, ça fait simplement 8 mois. 8 mois et une semaine pour les rencontres en direct sur Facebook et les Zooms depuis le mois d'octobre, les ateliers Zoom du samedi et du jeudi, une fois par mois. Vous allez pouvoir regarder ça. Salutations à Véronique de Montréal, à Marc, à Niki, à Nicole de Québec, Pierre, Francine, Daniel, Isou et compagnie. J'espère que vous vous portez bien. Vous pouvez toujours écouter mes réflexions sur différents thèmes sur ma page. Tous les vidéos, ces petites rencontres événementielles du dimanche et du jeudi sont enregistrées. Vous pouvez les réécouter. Elles sont aussi titrées. Concernant, bien sûr, regardez derrière moi ici, là, il y a des exemplaires de La puissance de l'instant, l'édition numéro 1. Et je vais recevoir le 10 décembre l'édition numéro 2, la mise à jour 2020, qui est mon second ouvrage. J'ai aussi encore j'ai reçu une deuxième impression, un paquet d'exemplaires imprimés pour une seconde fois de l'appel de lettres. Donc, cette semaine, j'ai eu 3 commandes. N'hésitez pas à m'écrire et vous recevrez le tout par la poste. Par la poste, dédicacé de manière personnelle. Voilà. Donc, je reviens à ma thèse du jour. Je défends la thèse suivante et je vous donne à penser autour du thème « Il n'y a rien à forcer ». Quelle serait la thèse qui serait l'antithèse? Si je soutiens la thèse « il n'y a rien à forcer », c'est que je sous-entends que forcer est problématique et forcer, je l'ai bien défini au début, vous réécouterez le vidéo, forcer, se surmener, exagérer dans l'effort, trop en mettre, est problématique et n'est pas souhaitable dans la perspective de ma vision philosophique des choses. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à l'effort? Tantôt, j'ai parlé d'aller vers ce qui est aisé, d'aller vers ce qui nous plaît. Pierre a rajouté d'aller vers ce qui nous inspire spontanément. Pourquoi pas, au lieu de guider notre vie sur un calendrier, un horaire précis, où l'on se force à obéir. On est sous le mode de l'obéissance à un calendrier, des choses à accomplir, un agenda. Pourquoi pas se demander, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça m'inspire, de plutôt réévaluer l'accomplissement, la manière d'accomplir ces tâches. Tout cool, merci Martin pour la phrase tout cool, bien sûr en référence à Héraclite Pantarei. Tout s'écoule, tout est dans la fluidité. Et Héraclite de dire nous ne baignons jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc il soutenait la notion de devenir, bien sûr, mais dans l'unité des contraires. Allez lire les beaux fragments d'Héraclite d'Éphèse. Donc, les amis, ne vous gênez pas pour vos petits commentaires. Merci d'être présents à ce live. On est une vingtaine en ce dimanche. Donc, ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais ce matin, je me suis dit, je vais faire 10 copies, rentrer mes notes avec les commentaires, faire un petit live, aller faire une promenade. J'en ai même fait une ce matin et après corriger l'autre partie. Ça va me prendre à peu près 1h40 au total, donc tout est parfait. Bon, Daniel nous déclare « peu c'est mieux, trop c'est faux ». Bon, un nouvel adage. Mais Francine dit qu'on n'a rien sans effort. Mais là, ici, Francine, moi, je ne déclare pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Je déclare que de trop forcer est problématique. C'est de s'acharner à trop vouloir. Imaginez une relation, là, vous essayez de contacter quelqu'un, elle ne vous répond pas, rien ne coule, rien ne va, vous n'avez pas de nouvelles, etc.
vous n'êtes pas capable de vous rencontrer, il n'y a pas d'échange comme au tennis, là, la balle ne revient pas. Vous aurez beau vouloir, si ce n'est pas votre avoir à être, hein, si ce n'est pas, aligné avec une forme d'aspect de fatum, d'aspect destinal, pour le moment, bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, Francine nous dit que peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir ce qui se présente à nous et ce que nous ressentons. Oh, Pierre, intéressant. Pierre dit, le trickster de Villeray nous dit, je n'ai pas de liste to do. Hein? Il faut toujours faire la chose la plus importante dans sa vie à chaque instant. Et c'est un petit peu l'approche d'Hemingway dans son approche de la littérature. Écris la phrase que tu considères être le plus vrai, hein, et qui te parle le plus. Faire ce qui est le plus important. Pour soi-même ou pour le système ou pour les valeurs dominantes. Hein. Posons-nous la question, qu'est-ce que le plus important? Est-ce que c'est ce qui m'inspire le plus dans le ici-maintenant? Voilà, ben bon, certains disent, bon, je n'ai pas de temps. Bon, Daniel nous dit, l'absence de problème, c'est le bonheur. Ben, Épicure déclare que l'absence de trouble au niveau de l'esprit et du corps, c'est la voie de l'eudémonisme, la voie de la vie heureuse, la paix d'esprit, la paix du corps. Être sans problème. Daniel, c'est quoi le lien que tu fais avec l'effort? OK, merci Jean-Luc pour ton point. Il n'y a rien qui va couler en douce de source. Hein? Bien sûr, on doit apprendre les lettres de l'alphabet, les phonèmes. Donc, fournir un effort pour apprendre les rudiments d'un langage, de la musique. Oui, tout à fait. Je ne suis pas contre l'effort. Je suis contre le fait de forcer d'être dans le sureffort et de s'acharner à vouloir. C'est plutôt dans cette perspective-là, mais merci Jean-Luc pour nuancer. Bien sûr qu'Aristote est d'accord avec le fait de fournir des efforts constants, de pratiquer, d'être persévérant, hein, pour développer un art, la vertu, la pratique de la philo. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Luc. La discipline, les efforts constants, hein, bien sûr. Et j'aurai une super conférence le 21 janvier sur la motivation. Hein. Comment être motivé, qu'est-ce qui cause la motivation, comment persévérer dans l'atteinte de ses objectifs. Ça, je vais en reparler. Mais Jean-Luc, merci de nuancer. Je suis tout à fait d'accord avec ta position que sans effort minimum, mais bien sûr, Aristote prône davantage, il dit que le plaisir vient se joindre au travail. Hein, c'est comme un peu l'adjuvance qui vient assaisonner le travail, le rendre agréable, mais pour partir un projet, pour entamer une tâche, il faut nécessairement fournir, bien sûr, certains efforts. Hein, ce matin, je me suis levé, j'ai fait 40 minutes d'exercice, j'ai ma série d'exercices. Je n'avais pas tout à fait le goût de commencer ça, mais je me suis dit, aux 3 jours, je m'entraîne, donc 3 fois par semaine. Mais une fois que c'est parti, on est dans une forme de clarté, d'exécution, etc. C'est merveilleux. Après, on se sent bien. On appelle ça le plaisir différé. Oui, je suis d'accord avec ça, de se donner un rendez-vous avec des actions à faire. Mais aujourd'hui, je parlais davantage de la position de trop forcer dans une situation problématique, de trop forcer en espérant que les résultats changent, hein, dans une relation. Certains pensent qu'il faut mettre de l'effort à l'infini pour que ça fonctionne. Donc, Daniel dit que trop forcer les actions peut mener à des problématiques diverses. Donc, bref, on cherche un petit peu le moment opportun pour agir. Mais certains diront qu'il n'y en a pas. Certains diront que c'est le fait de choisir d'agir et d'être dans l'action
qui va nous amener vers la réalisation de nos projets. Vous voyez, les amis, on nuance quand même. Le but des rencontres philosophiques du dimanche est de nous donner à penser sur une problématique. Bon, Daniel dit à trop forcer, vouloir. Ben oui, c'est ça. Oui, on a un exemple aussi, non, à trop vouloir compter. On avait un joueur du Canadien qui voulait être partout sur la glace. Martin Leclerc lui reprochait ça, ou Martin, l'analyste, pas Maguire, mais un autre, Danny, lui disait qu'il voulait être partout et faire tout à la fois. Donc là, c'est un petit peu être, au lieu de bien pratiquer ce qu'il sait et de s'améliorer sur les aspects, travailler sur les aspects plus difficiles de sa performance. Mais tu as raison, Daniel, à trop vouloir tout accomplir, on peut manquer la cible et le filet. Nicole de Québec nous dit « Trop forcer peut entraîner un désabusement ». Est-ce que tu peux éclairer ta position, Nicole? Qu'est-ce que tu veux dire par à trop forcer? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de résultat ou on peut s'épuiser en forçant trop? Parce que je n'ai pas parlé de notion de sureffort, mais souvent on peut se lancer dans la pratique où il y a un sureffort. Et Georges Saint-Pierre avait déjà dit à un moment donné que toujours, même je me rappelle dans les compétitions d'haltérophilie, d'être à 80%, d'avoir poussé à 80% avant la compétition était parfait. Mais de pousser à 120% avant la compétition, c'est d'être dans le sureffort et on peut amener des états de fatigue et de s'épuiser aussi. Trop vouloir, trop faire d'efforts, nous dit Francine, c'est peut-être lié à une forme de mauvaise estime de soi-même. Vouloir plaire à tous, vouloir donner trop de preuves d'amour aux autres. Oui, c'est ça, quelqu'un, donc on a souvent l'expression en anglais qui dit en faire trop, tu sais. Trop, ce n'est comme pas assez. Comment dire, elle en fait trop, il en fait trop. Donc, ça peut cacher peut-être, psychologiquement, un manque, un désir d'être aimé ou un manque d'estime de soi. On touche à quelque chose d'autre, c'est intéressant. Oui, Martin, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut avoir trop forcé pour comprendre ou même trouver des méthodes moins forçantes, souvent plus efficaces. Oui, voilà, on trouve un point. Est-ce que trouver des approches plus efficaces, agir dans le bon timing, le bon kairos, ça peut être vraiment plus productif, plus créatif que tout. Hein? Et là, parce que là, on parle de la notion de suivre le courant de son être, la dynamique de son être. Mais c'est vrai que des fois, pour avoir dépassé nos limites, on sait maintenant que, aller dans ces territoires peut amener plusieurs problèmes. Donc, il y a des problèmes, on peut aussi dépasser nos limites à trop forcer. Merci Martin pour ton commentaire qui m'aide à... oui, ce qui est basé sur l'expérience, ça paraît. Donc, trop forcer, dépasser ses limites, on va même s'éloigner de la réalisation de nos projets en se surmenant, en voulant trop en faire, trop donner. On va s'épuiser. Donc, c'est pour ça que j'ai diminué un petit peu les cafés, les rencontres philosophiques. On aura 5 rencontres au mois de décembre, 4 au mois de janvier, 4 au mois de février. Étant donné que j'ai des nouveaux cours à monter par défi, bien sûr, parce que je le sens. Donc, je n'agis jamais en me disant « il est bien de faire cela parce qu'on m'a dit qu'il est bien ». Je ne vais jamais agir parce qu'il le faut, simplement parce qu'il le faut. Très important de revenir à l'instinct parce qu'on a le goût. Oui, certes, il y a des choses nécessaires à accomplir dans la vie à certains moments. On peut prendre le temps pour ça, mais aussi trouver le moment qui se prête le mieux à l'accomplissement de cette nécessité-là. Voilà. Donc, les amis, je vous salue tous et toutes. Merci d'être là dans cette rencontre du dimanche 29 novembre. Je vais juste vous rappeler qu'on a 3 rencontres qui s'en viennent. La première de décembre, sur Descartes, le doute. Qu'est-ce que le doute selon Descartes et les types de doute?
À quoi sert le doute pour Descartes? Le 3 décembre. Le 6 décembre, le sage. Une introduction, la présentation du sage. Chez Spinoza, dimanche prochain, le 6 décembre. Une super rencontre du jeudi soir à 7h jusqu'à 8h15. Qu'est-ce que l'amour de soi? Donc, une conférence très populaire, très appréciée, que je redonne. Donc, là, il faut s'inscrire. C'est via Zoom. Allez voir sur l'annonce. Et bien sûr, le 17 décembre, ça portera sur la figure, sur Socrate et le fameux « Connais-toi toi-même ». Et on aura notre rencontre du 20 décembre, une rencontre du dimanche consacrée au passage à la lumière, car les journées vont commencer à rallonger. Donc, il y aura de plus en plus de lumière. On se dirige progressivement vers le cycle, vers le printemps. Et bien sûr, notre rencontre du 3 janvier sur le Carpe Diem d'Horace, saisis le jour, toujours sur la lumière. Alors les amis, je vous remercie d'avoir été là. Nous nous revoyons bientôt, jeudi, dimanche et l'autre jeudi. Merci d'avoir été présent en si grand nombre. Je vous salue. Vous pouvez réécouter la vidéo, la partager, etc. Et m'écrire si vous êtes intéressé à commander à l'avance La puissance de l'instant, nouvelle édition 2020, ou commander l'appel de l'être, comme plusieurs l'ont fait. Donc, je vous salue tous et toutes, et comme Socrate, je vous dis, prenez soin de vous en ce beau dimanche. Et bien sûr, comme disait notre Joubert national, qui a inspiré l'hédonisme d'Onfray, jouir et se réjouir sans se faire de mal et sans faire de mal à autrui. Donc, salutations à tous et à toutes. À la prochaine. Merci d'avoir été là en si grand nombre. À bientôt, tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous.